Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous avons ce matin le privilège d'accueillir Madame Sylvie Tabès, ambassadrice et chef de délégation de l'Union européenne en Haïti, disons une année après son installation comme remplaçante de Vincent Legère en Haïti. Madame l'ambassadeur, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour à tous. Pourquoi vous avez mis du temps avant de faire cette apparition, je dirais, publique? Pourquoi? Vous savez, l'année 2019-2020 était tout de même compliquée. Il y a eu le pays LOC et ensuite donc nos équipes qui sont parties en télétravail à l'extérieur du pays. Et malheureusement ensuite, alors que tout rentrait plus ou moins dans l'ordre, nous avons la crise, la pandémie de la Covid-19 qui a un peu, je dirais, retardé tout ce qui avait été prévu originellement. Donc malheureusement, on a eu une année un peu au ralenti. Mouvementée quand même, agitée quand même, mais au ralenti. Au ralenti, encore que notre coopération a toujours continué et resté malgré tout dynamique, même si certaines activités ont été freinées, c'est certain vu le contexte. Vous avez remis vos lettres de créance au président de la République, c'était le 3 octobre 2019. Et avec votre permission, je peux dire que Madame Tabès est une diplomate de carrière. Vous étiez ambassadrice de l'Union européenne au Timor oriental, chef de coopération au Mozambique et également chef de l'inspection du service extérieur de l'Union européenne avant d'arriver au pays. En Haïti, vous vous êtes adapté facilement avec les réalités haïtiennes? Oui, ce pays, franchement, est un pays fascinant. J'avais demandé à venir ici, j'avais vraiment envie, c'était mon premier choix. J'ai eu la chance de l'obtenir. Je suis toujours très heureuse d'être ici. Ce que je regrette malheureusement, je dirais, c'est ce pays-là qui m'a accueilli et qui a compliqué les choses. Mais Haïti est un pays avec des personnes fascinantes, des personnes talentueuses et beaucoup de potentiel. Vous avez dit que le LOC vous a accueilli et ça a eu un effet de choc sur la diplomate que vous êtes. Bien, disons que ça contraint nos opérations, c'est certain, puisque, comme toute personne, lorsque l'on est dans un environnement où la sécurité n'est pas assurée, vous ne pouvez pas vous déplacer librement, où vous êtes restreint. Donc évidemment, cela a eu un impact sur nos activités. D'un autre côté, ça a renforcé notre dialogue, je dirais, plus politique. En parlant de politique, je sais que l'Union européenne s'implique très souvent comme bailleur dans certaines réalisations dans les pays où elle est présente. Chez nous, si je vous parle d'expérience, je sais que l'Union européenne contribue dans les processus électoraux. Et il y a un processus qui est lancé en Haïti. Aujourd'hui, quelle est la position de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Haïti? Tout à fait. Concernant les processus électoraux, l'Union européenne, traditionnellement, envoie des missions dans les pays à leur demande, lorsqu'un certain nombre de conditions est rempli, pour accompagner les processus d'élection, et ce sont ces missions d'observation. Nous avons également des missions plus limitées dans leur champ, qui sont des missions d'experts. Haïti a bénéficié des deux, une mission notamment d'observation lors des dernières élections, suivie d'une mission d'experts. Nous avons dans ce cadre établi un certain nombre de recommandations pour améliorer le cadre institutionnel pour la tenue d'élections futures en Haïti. Donc nous attendons de voir comment ces recommandations vont être mises en œuvre par le pays avant de pouvoir nous engager plus avant
dans un processus d'accompagnement éventuel dans le pays s'il y avait élection. Il est certain que pour l'instant, les conditions ne sont pas requises pour une mission d'observation électorale. Alors, disons que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections ou bien pour le déploiement d'une mission d'observation? Alors, je peux vous répondre d'une façon très certaine pour le déploiement d'une mission d'observation. Cela étant, si vous me demandez mon opinion sur la tenue d'élections, si nous voulons qu'elle soit crédible, honnête et démocratique, il faut un certain nombre de paramètres pour qu'elle puisse être tenue. Pour l'instant, le climat d'insécurité me semble compliquer la tenue d'élections dans un climat serein où les électeurs auraient librement accès au bureau de vote et pourraient s'exprimer librement. Il me semble que le rétablissement d'un minimum de sécurité serait une condition préalable à la tenue d'élections dans de meilleures conditions. Pour l'instant, on voit que l'insécurité se développe. J'ai bien peur que toute élection qui serait tenue dans un tel contexte d'agitation ne favoriserait pas l'accès au bureau. Et comment y arriver selon vous? Vous savez, si j'avais la recette, mais c'est effectivement extrêmement difficile. Je pense que la police nationale d'Haïti n'a pas l'ensemble des ressources dont ils ont besoin pour vraiment assurer la sécurité publique. Cela étant, s'il y avait un accord des principaux acteurs haïtiens afin de calmer le jeu et d'aller sereinement vers des élections, cela pourrait certainement contribuer à apaiser la situation. Donc, est-ce que je peux dire que l'Union européenne est pour un accord politique entre les acteurs? Vous savez, ce n'est pas à nous de dire ce que doivent faire les Haïtiens. Ça, c'est très, très clair pour nous. C'est le peuple haïtien qui décidera pour lui-même et par lui-même. Cela étant, je constate que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de polarisation et de tension, et chacun reste sur des positions relativement tranchées, je dirais. Donc il me semble qu'effectivement, si un dialogue avait lieu, une sortie de cette impasse et de cette crise pourrait peut-être être trouvée via ce dialogue. Donc oui, j'appuie un tel dialogue, mais encore une fois, c'est aux Haïtiens de le décider et d'en déterminer les termes. Côté sécurité, ou encore la sécurité peut ne pas faire partie des priorités jusque-là définies par l'Union européenne et l'État haïtien. Le cas échéant, jusqu'où l'UE pourrait aller, par exemple, pour aider à juguler la crise sécuritaire en Haïti? Oui, non, vous l'avez dit, effectivement, pour l'instant, nous sommes une organisation qui a un système de programmation multiannuel et nous définissons des priorités de notre action en coordination et consultation tant avec les autorités nationales qu'avec la société civile et un certain nombre d'autres groupes, mais aussi avec les membres de notre famille de l'Union européenne, donc les États membres, et avec nos autres partenaires de la communauté internationale. Donc les champs, les priorités de notre action ont été définis pour le cadre financier qui va se terminer là, maintenant, en fin d'année. Nous allons maintenant, et nous commençons à peine les consultations pour le nouveau cadre financier, où là, on peut envisager un certain nombre de réorientations de notre partenariat. C'est tout à fait possible, mais les discussions s'initient à peine et nous n'en sommes pas là. Mais on pourrait envisager qu'effectivement, on se concentre dans d'autres domaines. Cela étant, il est vraiment prématuré de s'avancer là-dessus. Nous n'en sommes absolument pas là à ce moment. Et ça nécessiterait de grand nombre de consultations, notamment avec nos partenaires qui sont très actifs dans ce domaine, puisque nous essayons toujours de nous cantonner aux domaines dans lesquels l'Union européenne apporte une vraie valeur ajoutée. Quand vous parlez de partenaires, vous faites allusion aux pays membres, très certainement, et aussi aux organisations qui sont déjà impliquées dans le maintien de la sécurité, notamment l'ONU, non? C'est ça? Tout à fait, qui sont effectivement très impliqués dans ces domaines-là. Donc, il faut voir quelle est, dans une réponse pays, quelle pourrait être notre participation si besoin était. Pour l'instant, on a jugé que ça n'était pas utile. Mais maintenant, nous sommes dans une autre époque. Donc, pourquoi pas regarder cet aspect-là? Mais vraiment, n'en tirez pas la conclusion que nous allons nous engager dans ce domaine. Nous n'en sommes vraiment pas là. Pour parler encore politique, la gouvernance en fait partie des priorités. Est-ce que l'instabilité
freine l'élan de l'Union européenne dans sa détermination, par exemple, à aider des pays membres, comme Haïti? L'instabilité, je dirais, est d'abord un fléau pour sa population qui en est victime. C'est le principal problème. C'est un blocage, une source, un facteur de blocage pour tout développement d'une population, quelle qu'elle soit. Tant que vous n'avez pas la sécurité, il est très difficile de penser au développement futur, que ce soit en termes économiques, sociaux ou politiques. L'instabilité, bien entendu, va aussi être un frein, d'une certaine façon, à notre possibilité d'action et de partenariat dans un pays. Cela étant, l'un de nos objectifs est de favoriser une meilleure stabilité dans le pays et de consolider les institutions et l'état de droit. Donc ça ne nous empêche pas de nous positionner en partenaire dans le long terme, mais il est certain que l'insécurité rend plus difficile toute action. Nous sommes en fin de période, en fin de cycle d'aide à Haïti, 7 ans après. Si je ne m'abuse, c'est ça, c'est 7 ans après. Le cycle dure 7 ans. Il y a des promesses qui ont été faites, il y a des montants qui avaient été également débloqués, il y a des projets financés. C'est vrai que vous êtes en Haïti il y a 1 an, mais les archives doivent être là. Le bilan est-il satisfaisant selon vous? Nous sommes justement, puisque nous sommes en train de discuter pour le prochain cycle, nous sommes justement à cette phase où nous allons tirer les leçons de ce que nous avons fait dans un but de renforcer l'impact et la pertinence de notre partenariat avec le pays. Nous avons fait des progrès dans un certain nombre de domaines, mais je dois dire que dans certains autres domaines, nous voyons encore beaucoup de marge pour amélioration, si je peux le formuler comme cela. Donc, nous sommes vraiment en train de réfléchir pour voir comment l'impact de notre aide peut vraiment favoriser des réformes concrètes qui sont visibles pour la population et qui bénéficient à la population. Nous avons jusqu'à présent appuyé un certain nombre de plans et de réformes. Nous sommes maintenant à l'étape où nous voulons regarder comment nous pouvons appuyer le pays à concrètement mettre en œuvre ces réformes que nous avons contribué à élaborer avec les autorités. Et pour compléter cet aspect-là, nous renforçons aussi notre appui à la société civile pour nous assurer d'avoir un partenariat qui soit très large et équilibré. Là, c'est pour la fin du cycle. Et quand l'Union européenne s'est introduite en Haïti, ça a fait déjà plus d'une trentaine d'années, c'était en 91. Globalement, en termes de bilan, satisfaction au rendez-vous encore, non? Ou bien il y a encore beaucoup de choses à faire? Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons évolué dans notre façon de travailler en Haïti comme ailleurs. Vous savez, il y a eu beaucoup de réflexions menées au niveau international sur l'efficacité de l'aide, Busan, comment rendre notre partenariat plus efficace. Et évidemment, Haïti est une illustration aussi de toutes ces réflexions. Nous avons fait des choses, mais nous évoluons plus vers un partenariat où nous appuyons je dirais, des réformes sur le long terme et où il est essentiel de voir des progrès. Nous comprenons la difficulté du contexte, il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Nous savons que ça n'est pas facile et nous savons que c'est un processus qui s'inscrit dans le temps long. Mais cela étant, ce dialogue permanent est nécessaire pour s'assurer que régulièrement nous vérifions les progrès et nous réorientons aux besoins pour aller vers des résultats concrets. Donc nous savons qu'il y a encore du travail, mais nous sommes des partenaires dans le long terme et nous cherchons ce partenariat et à établir la confiance et la sincérité dans les engagements réciproques. Pour le public de Métropole qui nous suit, en guise de priorité définie par les deux protagonistes, je dirais, l'Union européenne et l'État haïtien, qu'est-ce que le public doit savoir? Qu'est-ce que vous avez défini? Vous intervenez dans quel domaine? Les infrastructures, l'éducation, la gouvernance, l'état de droit? Tous ces domaines? Je ne sais pas. Mais en guise de priorité, c'est quoi? Oui, alors nous avons plusieurs axes d'action prioritaire. Vous avez nommé les infrastructures, effectivement, c'en est un.
Donc nous avons fait un certain nombre de choses, notamment pour la construction de routes qui relient à la frontière, où nous avons aussi fait des marchés. Et là, c'est aussi pour favoriser des échanges formels entre la République dominicaine et l'État haïtien. Donc nous avons fait un certain nombre de choses. Nous avons peut-être la route la plus emblématique, qui est la route nationale 3, qui donc va permettre de relier le plateau central au territoire du Nord notamment et au Sud. Donc cette route, c'est très important parce que ça permet de développer des régions, ça donne des accès à la population, aussi bien aux services de santé que d'éducation, mais à des possibilités de développement économique. Donc nous avons ces grandes infrastructures routières. Nous avons l'éducation, vous l'avez mentionné, donc nous avons eu, comme dans tous nos axes d'intervention, à la fois des formations concrètes faites, mais aussi nous travaillons sur la gouvernance et le renforcement des instances qui s'occupent de l'éducation pour que sur le long terme, ils soient plus autonomes et capables de planifier et plus efficaces dans leur activité. Nous avons la société civile. Nous allons lancer bientôt un appel à propositions dans le domaine de la démocratie et notamment de la participation citoyenne. Nous avons évidemment tous les aspects gouvernance que nous faisons via notre programme d'appui budgétaire où nous regardons un certain nombre de progrès dans la consolidation de la gestion des finances publiques et la professionnalisation d'un certain nombre de services. Nous avons évidemment la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est également un gros programme et qui là va donner lieu à une nouvelle phase qui va être mise en œuvre pour développer l'accès à une nourriture de qualité et s'assurer de la continuité de cet accès. Et il y a plusieurs actions. Ce sont toujours des approches intégrées où on fait des actions notamment vers la santé maternelle et nutritionnelle. Vous n'avez pas parlé de changement climatique? Nous faisons également, oui, tout à fait, dans le changement climatique. Nous avons aussi dans le domaine de l'environnement un certain nombre d'actions. Notamment le lagon aux huîtres qui est très connu, l'histoire dans les mangroves où maintenant elles sont moins utilisées, les populations utilisent des sources alternatives d'énergie. Oui, nous avons également ça, nous avons des activités de résilience urbaine, ce sont des tout petits projets, mais qui ont pour, je dirais, avantage d'avoir été identifiés d'une façon participative et discuter avec les populations locales. Donc à la fois, nous renforçons la capacité des mairies à planifier le développement urbain dans leur secteur, mais en même temps, nous aidons les populations à être plus résilientes face aux catastrophes naturelles qui peuvent les affecter. Et ce sont des programmes que l'on a identifiés avec les communautés après l'ouragan Matthew. Il y a une enveloppe qui avait été allouée à Haïti et il y a eu des décaissements, il y a eu des déblocages de fonds pendant 7 ans. Oui. Et c'était quoi le montant? Le montant initial était de 400 millions d'euros. Il y a eu des amendements, ça devrait être un peu plus peut-être, nous allons voir, mais disons c'est plus ou moins 400 millions d'euros pour tout le cycle et nous sommes dans la phase finale où nous allons engager les dernières sommes qui restent et mettre en œuvre les derniers... La dernière somme, c'est estimé à combien? On a la dernière phase notamment du programme de la sécurité alimentaire qui est une 50aine de millions d'euros et nous avons aussi des parties sur la société civile et possiblement aussi un renforcement en termes de gouvernance. On aurait déjà investi 350 millions en Haïti? 350 millions d'euros? Oui. Certaines sommes sont encore à mettre en œuvre, savez-vous. Elles ont été déjà identifiées, les activités. Par exemple, si on prend la SAN est en cours de mise en œuvre. Un certain nombre de programmes sont en cours de mise en œuvre. Donc, les fonds ont été engagés et maintenant ils doivent être complètement dépensés dans les activités qui ont été identifiées avec nos partenaires. Et vous supervisez les travaux? Alors, nous avons effectivement des entreprises. Nous travaillons toujours... Alors, s'agissant des travaux, c'est l'ordonnateur national
qui est le maître d'ouvrage ou d'œuvre, et il y a toujours des entreprises qui sont là pour superviser la bonne exécution, oui, tout à fait. Donc un contrat de travaux s'accompagne inévitablement d'un certain nombre de contrats de supervision et d'audit d'ailleurs. Et maintenant, pour le prochain cycle, on se met déjà au travail, l'État haïtien et l'Union européenne. Est-ce que les priorités vont être les mêmes ou est-ce qu'il y aura d'autres dossiers à y ajouter? Nous commençons à peine les discussions. Ce nouveau cycle financier, nous n'avons d'ailleurs même pas au niveau européen, donc au niveau de nos capitales, nous n'avons pas encore finalisé les textes qui vont réglementer et régir, si vous voulez, ce nouveau cycle. Nous sommes dans la dernière phase de finalisation. Donc nous ne commençons que là. Les premières discussions avec nos partenaires, il y aura de nombreuses consultations, que ce soit avec les autorités au niveau gouvernemental, mais également la société civile, évidemment les membres de notre famille européenne et les autres partenaires présents dans le pays. Donc nous commençons simplement. Quels seront les grands axes de notre coopération qui seront définis et accordés en bout de ligne? Tout cela, évidemment, résultera de l'issue de ces discussions que nous allons avoir ensemble. Normalement, nous essayons de consolider les actions que nous avons faites dans le cycle précédent pour les prolonger. Donc nous essayons normalement de continuer. Donc il est fort probable que l'on continue dans un certain nombre de domaines. Il est possible que, tirant les leçons du passé, on arrête dans certains. Mais c'est vraiment encore très, très ouvert. Fin de cycle, vous l'avez dit, oui. Et le prochain débute à partir de l'année prochaine ou bien? Nous l'espérons. En tout cas, il aurait dû être finalisé. Là, il y a quelques retards dans les négociations. Nous attendons cela vraiment prochainement. Donc c'est pour l'année prochaine, disons. Pas de période, pas de mois, pas de période fixe, pas de mois pour le nouveau cycle. Le nouveau cycle sera aussi un cycle multiannuel, plus ou moins de 7 ans sur la même période, mais tout cela peut être encore un peu ajusté en fonction de la durée des négociations. Le même montant, encore les montants 400 millions d'euros ou bien? Les montants ne sont pas encore déterminés. Le grand changement qu'il y aura, c'est qu'il y aura des montants indicatifs, mais qui ne seront pas formellement engagés dans un programme indicatif national. Il y aura juste une enveloppe globale indicative par partenaire. Et normalement, ce que l'on fera, on le fera en phase. C'est-à-dire qu'il y aura une première phase où on prendra une partie de la somme indicative allouée et on la mettra en œuvre dans les priorités qui auront été accordées. Et ensuite, en fonction du taux d'absorption et du succès, on engagera seulement la deuxième phase, ce qui laisse plus de flexibilité dans les cas où certains pays performeraient plus ou moins bien. Merci Madame l'ambassadeur, c'est le temps d'observer la pause et on revient pour d'autres questions, d'autres sujets d'actualité. Ça peut être un sujet de l'actualité internationale aussi. Pourquoi ne pas revenir sur le Brexit? Pourquoi ne pas parler des élections américaines qui doivent se dérouler? Avec quel intérêt vous suivez ce processus? On verra tout ça après la pause. Merci, Monsieur Théodore. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Madame Sylvie Tabès. Et à tout de suite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, Madame Sylvie Tabès, ambassadrice, chef de délégation de l'Union européenne en Haïti. Avec notre invitée, qui d'ailleurs participe pour la première fois à cette rubrique, 1 an après son arrivée dans le pays, ou encore une année après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, accueillie, comme elle a dit il y a quelques instants, par le LOC et ensuite par Covid. Donc là, avec elle, on fait le point sur l'actualité. Alors, en général, si vous avez l'habitude de suivre cette émission, vous pouvez voir qu'il y a très souvent de l'interaction entre
le public de Métropole et moi qui ai pour le moment le privilège de présenter cette émission. Alors, il y a des auditeurs ou encore internautes qui pensent que l'Union européenne réserve des miettes à Haïti. Allusion faite à ces 400 millions d'euros prévus pour Haïti sur une période de 7 ans. Ces auditeurs pensent qu'une partie beaucoup plus importante du gâteau aurait été allouée à la République dominicaine. Évidemment, on n'a pas le montant ici, mais selon vous, est-ce que ça se confirme? Est-ce qu'effectivement, une bonne partie du gâteau a été allouée à la République dominicaine, comme certains gens le pensent? Non, absolument pas. Au contraire, Haïti est le pays qui reçoit le plus de toute l'Amérique, la direction donc, géographique Amérique et Caraïbes. Donc, non, Haïti est le premier bénéficiaire de notre aide au développement. Et lorsque l'on a parlé de ces 400 millions d'euros, ça, ce sont les fonds qui sont dégagés sur le Fonds européen de développement. Mais à cela s'ajoute aussi un certain nombre de lignes thématiques, notamment dans l'appui à la société civile, et s'ajoute également aussi un certain nombre d'actions que nous faisons dans le domaine de l'aide humanitaire dans le pays, dans diverses régions, où nous appuyons via des transferts sociaux un certain nombre de populations vulnérables. Donc non, Haïti reçoit beaucoup plus que la République dominicaine. Malheureusement, je n'ai pas le montant exact en République dominicaine pour pouvoir faire la comparaison, mais il est certain qu'Haïti est le premier bénéficiaire. Et là, les auditeurs sont édifiés. Mais on nous parle aussi de la construction d'un impressionnant marché binational et un petit marché en Haïti. C'est pas le cas, c'est pas vrai? Alors, en guise d'illustration, par exemple. Oui, non, nous avons deux principaux marchés qui, dans le cadre du programme binational, donc avec la République dominicaine, nous construisons. Ces programmes ont eu une évolution différente, les infrastructures et la gouvernance ayant été accomplie et achevée plus rapidement côté dominicain que côté haïtien. Cela étant, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans la phase où nous allons finaliser cela côté haïtien aussi. Nous espérons d'ici à la fin de l'année. Nous l'avons fait vers Belader et nous le faisons aussi du côté de Wanamint. Et là, on est en pourparlers notamment avec leur donateur national qui s'occupe d'identifier les partenaires pour la gouvernance de ce marché. Ce sont deux marchés qui seront de part et d'autre de la frontière pour formaliser les échanges et qui permettent un certain nombre de développements économiques dans un cadre plus formel dans la région. Donc, les deux, il n'y a pas un gros marché d'un côté et un petit marché de l'autre. Il y a un marché, un programme binational et simplement des systèmes de gouvernance qui sont en cours de finalisation maintenant. Donc, on ne verra que leur pleine ampleur une fois que les partenaires de gestion auront été identifiés. Qu'est-ce qui fait la différence entre les missions des Nations Unies et celles de l'Union européenne? Bon, si vous voulez parler des missions comme Haïti l'a vu par la MINUSTAH ou ce genre de... Bon, ce sont des missions qui viennent avec un mandat qui est défini donc, par les partenaires, un mandat de stabilisation le plus souvent, des missions de la paix, comme on les appelle, ce qui a été le cas en Haïti. L'Union européenne, nous avons des mandats qui sont différents en ce sens que ce sont d'abord simplement les membres de la famille de l'Union européenne, donc nos États membres, et nous définissons quels sont les thèmes prioritaires de partenariat que nous aurons dans chaque pays. Et en fonction du pays et du contexte, ça peut être très varié. Dans certains pays, c'est plutôt du commerce, dans d'autres pays, c'est autre chose. Et en Haïti, par exemple, nous avons de l'aide au développement. La partie commerce est assez limitée, même si on a ces deux marchés binationaux que vous venez d'évoquer. Et pour Haïti, on fait plutôt gouvernance, route, infrastructure, éducation, globalement, et sécurité alimentaire. Vous avez aussi un volet d'appui institutionnel. Oui. Comment aider la justice, l'appareil judiciaire haïtien, par exemple?
Alors, dans le cadre de l'appui institutionnel, il y a tellement de choses à faire que nous ne pouvons pas tout faire. Donc, d'où l'importance de consulter avec nos partenaires sur place qui vont, eux, intervenir dans des domaines complémentaires. Nous avons principalement consacré, dans le terme institutionnel, notre intervention à la gestion des finances publiques, à l'éducation notamment. Nous venons d'achever un système d'audit et de suivi des dépenses pour voir comment mieux améliorer la gestion du budget de l'éducation, par exemple. Donc là, nous sommes à la phase où nous avons les données et nous allons devoir voir comment mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour corriger les faiblesses qui ont pu être identifiées dans ce secteur. Dans le cadre de l'appui bonne gouvernance d'une manière générale, nous parlons principalement de la gestion des finances publiques. Nous avons travaillé avec les douanes notamment pour une meilleure identification des bases fiscales et donc la meilleure collecte des impôts. Nous avons travaillé aussi notamment dans le secteur avec l'OMRH, dans le secteur donc des ressources humaines de la fonction publique pour notamment appuyer des recrutements qui se fassent sur la base de concours dans la fonction publique. Nous travaillons sur les grilles salariales également. Nous avons un certain nombre comme ça de points sur lesquels nous sommes le plus en contact pour consolider les institutions dans certains domaines qui, en bout de ligne, ont tous pour objectif de renforcer et améliorer la gestion par les autorités. Je viens d'avoir la réponse pour la République dominicaine. Leur enveloppe est de 72 millions. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins grand que les 400 millions que nous avons dans le programme indicatif national. Donc moins de 100 millions. Moins de 100 millions. Et investi, vous savez de quel domaine? Non, je ne sais pas. Bon, ok, donc ça prouve que les besoins en Haïti sont beaucoup plus élevés. Oui, c'est aussi c'est un élément qui prend en compte le fait que les besoins en Haïti sont plus importants qu'en République dominicaine et que donc nous allons mettre plus d'efforts dans un pays qui a plus besoin de notre appui. Voilà. Donc l'objectif de l'Union européenne, c'est d'être inutile dans certains pays. Tout à fait. C'est le but ultime, devenir inutile en tant que partenaire de développement, mais devenir et rester un partenaire politique. Oui, mais l'Union européenne risque de cesser d'exister si sa présence dans certains pays deviendra inutile. Écoutez, si notre aide au développement devient inutile, et c'est le but fondamental, parce que c'est à chaque État de prendre cela en main, ces personnes qui travaillent en ce moment dans le domaine de l'aide au développement se reconvertiront dans d'autres domaines d'action. Je veux dire, l'Union européenne ne disparaîtra pas parce que son aspect coopération devient moins nécessaire au fur et à mesure des années. Donc nous resterons comme institution, déjà pour nous, l'Europe, mais aussi un partenaire de choix, je l'espère, au niveau international. Et l'Union européenne qui a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça arrive que votre aide soit inutile dans d'autres pays où l'on est présent? Oui. Ne serait-ce que dans cette région en Amérique latine, nous l'avons quand même, nous avons vu un certain nombre de pays qui ont, selon la terminologie, disons, gradué. Et donc nous restons toujours présents, mais nous avons un partenariat qui est plus en termes de commerce, qui peut être plus en termes de valeurs et société civile, et beaucoup moins aide au développement en tant que tel. Donc, si vous voulez, la nature de notre partenariat évolue. Est-ce que nous pouvons dire que la République dominicaine est déjà sur la voie? La République dominicaine, comparativement à Haïti, effectivement, a un niveau de développement économique et social supérieur, bénéficie d'une plus grande stabilité. Donc il est certain que le partenariat que nous développons avec la République dominicaine est un peu différent de celui que nous avons avec Haïti, parce que le partenariat est toujours décidé en fonction des besoins et d'un accord avec l'État hôte. Donc en fonction des priorités de chacun, nous nous alignons sur des priorités qui sont évidemment différentes. C'est un fait. Oui. Est-ce que l'Union européenne avait contribué ou encore contribue encore dans la lutte contre Covid-19?
Alors, nous avons essayé dans notre réponse, sachant que nous n'avions pas la flexibilité, compte tenu des instruments financiers que nous n'avions pas la flexibilité pour mobiliser immédiatement des fonds pour, par exemple, acheter des équipements sanitaires au début de la crise, au mois de mars. Nous ne pouvions pas le faire. Donc nous avons travaillé plutôt sur comment mitiger et amoindrir les effets, notamment les conséquences sociales de la pandémie de Covid-19. Donc nous avons mis en œuvre un certain nombre de programmes additionnels, notamment dans le cadre des transferts sociaux, et ça c'est notre bureau ECHO, donc d'aide humanitaire, qui a contribué à mettre en œuvre un certain nombre de programmes, notamment aussi en partenariat avec d'autres organisations, notamment des Nations Unies, pour des programmes de sensibilisation sur les gestes barrières, le lavage des mains, etc., etc. Donc nous avons fait plusieurs choses comme ça, et nous avons également regardé comment nous pouvions mitiger, notamment, et là, une réponse qui n'est pas immédiate, mais qui va être très importante et qui intègre complètement les impacts de la crise, c'est notre programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous intégrons toutes ces données. Les élections aux États-Unis, considérant que ce pays demeure un partenaire stratégique pour l'Union européenne, je sais que vous n'allez pas me dire exactement qui vous souhaitez, si vous avez un candidat, je dirais. Je sais que vous n'allez pas nous le dire aujourd'hui, mais avec quel intérêt l'Union européenne suit ce processus qui se déroule actuellement aux États-Unis, ou encore qui a déjà débuté? Vous l'avez dit, M. Théodore, c'est un partenaire stratégique de longue date qui l'est et le demeurera. Donc évidemment, nous suivons les élections aux États-Unis de façon attentive, et simplement pour dire que quelle que soit l'administration qui l'emportera, en fonction du choix des électeurs aux États-Unis, nous allons continuer à travailler en partenariat avec une des plus vieilles démocraties au monde, une des plus anciennes. C'est un partenaire solide, stratégique, ils sont alliés. Aujourd'hui, ils le seront demain. Et vous souhaitez la continuité de l'administration? Écoutez, ce n'est pas à moi de me prononcer sur le choix des électeurs aux États-Unis. Que ce soit une administration ou une autre, nous continuerons à travailler avec eux. Ce sont des alliés et des partenaires stratégiques de l'Europe. Mais ça n'est pas à moi de dire pour qui doivent voter les électeurs. Et voyons pour le Brexit maintenant, ça se passe comment? Comme vous le savez, c'est un processus... On était à 28 et aujourd'hui on est à 27. Oui. D'abord, est-ce que ça dérange? Tout d'abord, on a regretté sincèrement qu'une des plus vieilles démocraties européennes également décide de quitter l'organisation politique sui generis qu'est l'Europe. Donc ça, c'était vraiment pour nous un regret, mais c'est le peuple souverain qui décide de partir. Donc nous ne pouvons que prendre note et accepter. Et donc maintenant, nous sommes dans ce processus, nous sommes à 10 semaines, plus ou moins, du délai de finalisation pour avoir un accord de partenariat post-Brexit, parce que maintenant, tout l'acquis européen et tous les accords que nous avions doivent être rediscutés et redéfinis pour déterminer quelles seront les bases légales et autres de notre partenariat. Cela étant, le Royaume-Uni demeure un partenaire et un allié, qu'il soit dans la famille. Malheureusement, il a décidé de quitter la famille, mais il reste un allié de la famille, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont fondamentalement européens. Idéologiquement, politiquement et géographiquement, vous voulez dire? Tout à fait, oui, aux 3 niveaux, bien sûr. Après, si en termes de construction politique, ils préfèrent ne pas être dans l'Union européenne, encore une fois, c'est un choix souverain, mais ça n'empêchera pas que nous continuerons en partenariat avec eux dans de nombreux domaines. Et là, nous sommes simplement en train de finaliser les termes de l'accord, en espérant qu'il y aura un accord, bien entendu. Est-ce 10 ans plus tôt ou une quinzaine d'années plus tôt, est-ce qu'on n'a pas vu venir le Brexit? On n'a pas senti... est-ce qu'il n'y a pas eu de malaise avant? Bon, le Royaume-Uni a parfois été turbulent, un enfant terrible, c'est ça que vous voulez me faire dire? Non, effectivement, nous sommes dans un système intergouvernemental pour un certain nombre de dossiers et chaque État exprime sa position et nous sommes vraiment fondamentalement
une organisation qui avance en trouvant des compromis, en négociant pour rechercher la meilleure approche possible pour l'ensemble des États qui la constituent. Il est vrai que dans le passé, le Royaume-Uni a critiqué un certain nombre de domaines, c'est vrai. Et puis un jour, le peuple souverain a décidé que finalement, il préférait se retirer et ne plus participer à la structure politique qu'est l'Union européenne. Et les portes de l'Union demeurent ouvertes. Les portes de l'Union seront toujours ouvertes, mais là, sincèrement, si on veut être réaliste, ça va prendre un certain temps s'il décidait de revenir. D'abord, je ne pense pas qu'il n'en ait exprimé le souhait. Pour l'instant, ils sont dans la phase où ils veulent se retirer. Donc, une fois que ce sera fait, après... Donc, c'est pour consacrer le retrait, après les 10 semaines. Oui, en fait, le retrait est acté, mais c'est pour voir un peu quelles seront les modalités de ce retrait dans un certain nombre de domaines et de nos relations. Oui. Il y a un dernier mot, Madame l'ambassadeur ? Bien, je voudrais simplement dire que nous sommes un partenaire qui s'inscrit dans le long terme avec le pays, que nous souhaitons vraiment pouvoir appuyer et contribuer à un développement du pays. Pour cela, franchement, nous espérons un partenariat qui soit sincère et des progrès qui soient tangibles pour nous engager encore plus, car nous souhaitons rester encore un partenaire plus dans d'autres domaines et un appel pour que les Haïtiens déterminent ensemble ce qu'ils veulent faire et nous serons là pour les appuyer. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Merci infiniment d'avoir accepté à être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Théodore. C'était un privilège pour moi. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée aujourd'hui, Madame Sylvie Tabès, chef de délégation de l'Union européenne en Haïti. Merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.